Pâques, fête religieuse, cette année, tous les chrétiens la célèbrent à la même date. Pâques, les vacances, 5 millions de Français sur les routes ce week-end. Politique, Jacques Chirac se présentera en 78 aux élections législatives en Corrèze. Étranger, le calme est revenu au Zaïre, mais le Maroc et la Chine apportent des aides militaires. Donc aujourd'hui samedi, les vacances de Pâques et la météo. Noël au balcon, Pâques au tison, dit le proverbe. Le froid n'a pas empêché quand même plus de 5 millions de Français de prendre la route ce week-end. Apparemment, ils ne sont pas tous partis dans la même direction, car en dehors de quelques bouchons hier soir, à la sortie des grandes villes, la circulation a été pratiquement normale aujourd'hui. Le fameux plan prime vert s'est révélé efficace pour l'instant, même si les primes verts ont eu quelques mal à résister aux intempéries. Une météo quasi hivernale donc pour ce week-end de Pâques, à chacun de choisir, suivant les régions, entre les nuages, le brouillard, le verglas, la pluie ou même la neige. Voilà en détail d'ailleurs les prévisions des spécialistes de la météo pour demain. Le temps sera le plus souvent très nuageux de la Bretagne à l'ouest du Massif central et des Pyrénées. Il va pleuvoir par moments et neiger en montagne. Sur le reste de la France, il fera encore froid, surtout le matin, et il y aura encore de la neige, des Vosges aux Alpes. Attention aux avalanches. Le mauvais temps donc va continuer, phénomène inquiétant pour les agriculteurs de Bretagne. 2 à 3 cm de neige la nuit dernière sur le Finistère et le Morbihan. Beaucoup de thermomètres sont descendus en dessous de 0. Les cultures de primeur ont été atteintes et dans le sud de la France, les arbres fruitiers et les vergers ont eux aussi été gravement touchés par le gel. Et par le vent d'ailleurs, le Mistral qui a soufflé en rafale dans les Bouches-du-Rhône. L'hiver au printemps, ça n'a pas empêché l'exode des Parisiens qui ont quitté la capitale pour les verts pâturages et ça n'a pas empêché non plus l'invasion toute pacifique des touristes de Pâques, Paris devenant l'espace d'un week-end ou redevenant une véritable tour de Babel. Paris aujourd'hui, et si l'on peut dire cela, demain et lundi. Si l'on dit Paris se vide de ses habitants pour Pâques, c'est oublier le principe des vases communicants. Les Parisiens sont remplacés pour quelques jours par quelques 250 000 Britanniques, Bénéluxiens, Allemands, Nordiques et Japonais, tous très affairés. Et pourtant, à Paris non plus, il ne faisait pas très chaud. Pâques, fête religieuse, bien sûr aussi, la plus importante de toutes, même pour les chrétiens, le mystère essentiel du christianisme qui commémore en 24 heures la mort et la résurrection de Jésus. Cette résurrection qui, après une nuit de deuil, fonde la foi et la joie des chrétiens. On comprend mieux alors la solennité et la ferveur qui entourent ces fêtes pascales. Paul VI, portant la croix la nuit dernière à Rome, en est le symbole. Mort et résurrection de Jésus, les églises fêtent durant les 3 derniers jours de la Semaine Sainte le passage du Christ du tombeau à la vie. Hier au Colisée, malgré une pluie battante et une grande fatigue, le pape Paul VI a donc présidé ce chemin de croix traditionnel durant lequel les chrétiens se souviennent de Jésus portant l'instrument de son supplice jusqu'au calvaire, ce calvaire où il est mort seul un vendredi il y a presque 2000 ans.
Mais pour les chrétiens, Jésus est plus qu'un homme, il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Chacun de ses disciples croit que sa mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle présence. Pâques a été toujours pour moi la joie profonde. Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ est là à chaque instant. Il est mon contemporain, il est votre contemporain. Il ne vieillit plus, il est toujours jeune depuis sa résurrection, présent au milieu des hommes. Ah, comme je voudrais que tous les chrétiens ensemble puissent célébrer cette joie. Cette année, d'ailleurs, c'est une joie particulière de savoir que les protestants, les catholiques, les orthodoxes vont célébrer Pâques le même jour. Alors que pour une histoire de calendrier, les autres années, on la célèbre à des moments différents. Ce qui est gênant d'ailleurs pour les vacances scolaires, peut-être aussi pour le tourisme. Je souhaiterais que demain on s'entende et qu'on célèbre toujours Pâques à une date fixe, ce qui permettrait d'ailleurs aux autres fêtes, comme la Pentecôte, d'être aussi à une date fixe. Et puis, ce qui marquerait beaucoup, l'unité de tous les chrétiens qui croient en Jésus-Christ ressuscité. Alors Jean-Claude Darigo, explication de ce mystère du calendrier. Eh bien, jusqu'en 1582, il n'y a pas de problème puisque tous les chrétiens d'Orient et d'Occident ont le même calendrier, qui est le calendrier dit julien, puisqu'il a été, disons, créé par Jules César 45 avant Jésus-Christ. Comme ils ont le même calendrier, ils ont la même date de Pâques. En 1582, le pape Grégoire XIII réfléchit et se dit que ce calendrier julien est bien intéressant, mais il est faux, puisqu'il avance de 11 minutes par an sur le temps réel. Là, il fait ses comptes. Alors, 11 minutes par an, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais sur 128 ans, ça fait donc un jour, et si vous multipliez par 10 siècles, ça fait donc 10 jours. Il fallait donc rectifier. Alors, Grégoire XIII a décidé qu'on soustrairait 10 jours de l'année en cours pour remettre le temps à l'heure. Les gens qui s'étaient couchés un mardi 4 octobre 1582 ne se sont pas réveillés un mercredi 5, mais directement un mercredi 14. Alors à ce moment-là, bien entendu, les relations entre les églises d'Orient et d'Occident n'étaient pas si bonnes qu'aujourd'hui, il n'y avait pas l'œcuménisme, comme on dit aujourd'hui, et elles étaient plutôt tendues, ces relations. Alors les Orientaux ont refusé. Alors le décalage des deux dates vient tout simplement que les Orientaux continuent à tourner avec le calendrier julien, tandis que les Occidentaux, eux, ont le calendrier grégorien. Et en fait, c'est le calendrier qui rapproche les églises. Alors c'est le calendrier, disons, ou plutôt les circonstances qui rapprochent les églises. J'ajouterais que Paul VI, en 75, a fait un appel à toutes les églises pour qu'on se décide enfin à avoir une date de Pâques fixe et commune. Merci Jean-Claude Darigo. La situation au Zaïre. Les parachutistes marocains envoyés par le roi Hassan II sont arrivés sur place. La Chine pourrait également aider le général Mobutu en lui envoyant du matériel. Et on parle maintenant de l'envoi de troupes égyptiennes. C'est le chef de l'État zaïrois qui l'a annoncé lui-même cet après-midi au cours d'une gigantesque manifestation organisée à Kinshasa, la capitale. Plus aucun doute donc, ce conflit du Shaba, l'ex-Katanga, s'internationalise. Avec un paradoxe quand même. Malgré tous ces bruits de bottes sur le terrain, dans la région de Kolwezi en particulier, le centre minier directement menacé par les rebelles, entre guillemets, les rebelles venus d'Angola, les Européens qui vivent là-bas ne sont pas vraiment inquiets, comme si le conflit n'existait pas. Au Shaba, dans la province orientale du Zaïre, c'est toujours la guerre introuvable. Kolwezi, important centre minier et objectif supposé des ex-gendarmes katangais, n'a rien d'une cité en état de siège. C'est une petite ville tranquille, connue dit autrefois de style colonial, avec ses bungalows enfouis sous les flamboyants et les bougainvillés, son marché et ses églises, ses cloches et ses sirènes d'usines. Ni panique, ni affolement chez les Européens, simplement un vague sentiment d'inquiétude. Pendant les premiers jours du mois, bien entendu, nous craignions des événements rapides, mais maintenant il semble que la situation soit en train de se stabiliser. On n'entend plus de nouvelles, on n'entend plus rien. La vie à Kolwezi, je vous l'ai dit, est à peu près normale. Donc l'avenir est un point d'interrogation, mais disons que nous sommes moins anxieux qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement à évacuer cette ville et dans quelles conditions? À partir de quel moment, disons, le danger pourrait-il vous paraître insupportable? C'est une question que tout le monde se pose, mais il est bien difficile d'y répondre. Évacuer une ville où l'on vit depuis de nombreuses années, où l'on a ses relations et ses biens, est toujours une chose difficile. Et j'espère pouvoir retarder ce moment le plus possible. Paradoxalement, nos sources d'information viennent d'Europe,
Oui. Et si les gens s'affolent, c'est effectivement qu'il s'est lancé pas mal de bobards en Europe. En somme, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes à environ 80 km de ce qu'on peut appeler le front, c'est-à-dire de l'endroit où se trouvent les ex-gendarmes katangais, et quand même, vous recevez vos nouvelles par les radios. Par les radios européennes, Oui. exactement. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas possible de prendre une voiture et d'aller en direction de l'endroit où on dit qu'il y a la guerre? En principe, non. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé? Non, non, à ma connaissance, non. On a parlé là d'une cinquantaine de blessés qui sont arrivés ici à l'hôpital La Gécamine. Il y a quelqu'un qui les a vus ici? Non. Bien. Et est-ce qu'on a entendu parler de Cubains, par exemple, ou de gens qui seraient derrière les autres ici? Oui. On a beaucoup parlé de Cubains. Enfin, toujours à la radio et dans les journaux locaux, bien entendu. L'armée zaïroise, dont le moins qu'on puisse dire est que ses services de relations publiques avec la presse internationale laissent à désirer, interdit de filmer le moindre soldat, même en ville. Impossible aussi de franchir les barrages à la sortie de la cité. Interdit de filmer le train et les installations de la Gécamine, la toute-puissante entreprise qui extrait, traite et exporte le cuivre du Chabat. Et impossible de voir les blessés par balles soignés à l'hôpital, au nombre d'une vingtaine, seuls témoins jusqu'ici des rares engagements qui se sont produits. Kolwezi ne tombera jamais, déclarait dimanche dernier le président Mobutu. Kolwezi, c'est en effet la clé du coffre du Zaïre. Et l'on comprend que ceux qui doivent le défendre et ceux qui cherchent à s'en emparer réfléchissent et marquent un temps de pause avant de se lancer dans une opération qui sera lourde de conséquences pour le continent africain tout entier. En Israël, Shimon Peres, le ministre de la Défense, sera le successeur du Premier ministre démissionnaire, M. Rabin. Il y a quelques heures, en effet, Yigal Allon, son principal rival, a confirmé qu'il ne briguerait pas le poste. Reste maintenant au Parti travailliste israélien, dont le comité central se réunit demain, à entériner cette décision. Une décision qui vient clore une semaine particulièrement importante pour l'avenir du Proche-Orient. La nuit dernière encore, le président Carter a créé une surprise de taille, en évoquant pour la première fois la nécessité d'une représentation palestinienne à la conférence de Genève sur le Proche-Orient. Une petite phrase du président américain qui devrait être interprétée comme un pas supplémentaire des États-Unis en direction des terres arabes. Avant cela, de lundi à vendredi, les principaux acteurs de la crise sont entrés chacun leur tour dans le grand jeu diplomatique. Comment effacer les séquelles de 29 ans de haine et de 4 guerres israélo-arabes? La réponse est à Washington selon Anwar Sadat. Seul Carter peut hâter une négociation à Genève et la fin de 10 ans d'occupation militaire israélienne dans les territoires arabes. Comme Rabin, le prochain Premier ministre israélien s'en tiendra à une position maintes fois réaffirmée. Pas d'évacuation possible tant que les Arabes ne renonceront pas à leur objectif de détruire Israël, pas de négociation avec l'OLP, pas d'État palestinien entre Israël et la Jordanie. Cet État dont rêvent les Palestiniens serait créé en Cisjordanie et à Gaza, 2 territoires aujourd'hui occupés. 6000 km², l'équivalent d'un département français. Il pourrait recevoir 700 000 réfugiés avec l'aide des pays pétroliers arabes. D'accord pour la création de ce mini-État, a déclaré Arafat en visite à Moscou, il compte sur l'appui de Brejnev, alors que Carter a reconnu récemment le droit des Palestiniens à une patrie. Assad, le Syrien, et Hussein, le Jordanien, se penchent déjà sur le berceau encore vide. Hussein n'est plus considéré comme le bourreau des Palestiniens. Le septembre noir de 1970 est oublié. Aujourd'hui, il dialogue avec Arafat. Et demain, son royaume peut être le pivot d'un vaste regroupement régional, une confédération qui réunirait la Jordanie, la Syrie, peut-être le Liban et l'actuelle Cisjordanie, c'est-à-dire l'État palestinien en gestation. Un homme seul qui se suicide dans une petite maison aux États-Unis. Un fait divers banal. Pas tout à fait lorsqu'on sait que cet homme se nomme George Mohrenschildt et qu'il est l'un des témoins de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Plus précisément, cet ancien ingénieur du pétrole de 65 ans était l'ami de Lee Harvey Oswald. Ils se voyaient souvent, en particulier avant le 22 novembre 63, le jour du drame de Dallas. Suicide d'autant plus étonnant qu'il y a un mois, Mohrenschildt expliquait à un journaliste néerlandais qu'il savait des choses importantes sur l'assassinat de Kennedy et qu'il aurait même pu empêcher la mort du président américain. Ajoutez à cela une lettre manuscrite de Lee Harvey Oswald demandant à un certain M. Hunt des informations, et là encore 15 jours avant l'assassinat. Il n'en faut pas moins à certains journalistes pour poser une nouvelle fois le problème. Y a-t-il eu, oui ou non, complot dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 63 à Dallas? 22 novembre 1963, au détour d'une rue de Dallas, John Kennedy va trouver la mort.
Quelque part dans la foule, un homme tire sur le plus jeune président de l'histoire des États-Unis. Celui-ci s'écroule, on se précipite, mais c'est déjà trop tard. John Fitzgerald Kennedy est mort. Quelques jours plus tard, l'Amérique reçoit un nouveau choc. En direct à la télévision, l'assassin du président Kennedy, Lee Harvey Oswald, va se faire tuer. Regardez bien, de la droite de votre écran, un homme va littéralement bondir. C'est Jack Ruby qui abat à bout portant Oswald. Dès cette époque, on commence à parler de complot et du rôle joué par la CIA. Je ne pense pas que la CIA officiellement l'a tué. C'est-à-dire, je ne pense pas que le directeur de la CIA disait un matin, on va tuer le président demain. Mais je pense que la CIA savait des choses, je le sais, et les choses qui étaient cachées. Parce que depuis 2 ans maintenant, nous recevons des renseignements officiellement que la CIA n'a pas donné les renseignements importants à la commission Warren. On savait que la police intérieure américaine, le FBI, a reçu une lettre de M. Lee Harvey Oswald 3 jours avant l'assassinat en disant que M. Oswald menaçait de faire exploser le centre de police à Dallas. Et le FBI a détruit la lettre. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il y avait des faits importants qui étaient cachés par la police américaine. Et voilà la dernière pièce de ce dossier Kennedy. Une lettre écrite par Lee Harvey Oswald à un certain M. Hunt. Elle est datée du 8 novembre 1963, soit 2 semaines avant l'assassinat du président Kennedy. Je propose, écrit Oswald, que nous discutions à fond de la question avant que moi-même ou qui que ce soit entreprenne quelque chose. Cette lettre est intéressante, elle est aussi très ambiguë. On peut la lire une centaine de façons différentes. Ces derniers éléments renforcent, selon vous, la thèse du complot? Je pense qu'il de nouveau met des faits qui pourraient laisser entendre qu'il y a un complot. Moi, je ne pense pas au complot. Moi, je pense que la thèse du rapport Warren est la thèse exacte, que le président Kennedy a été tué par M. Oswald. Mais je pense que dans les conditions actuelles de l'opinion publique américaine, une autre enquête bien menée, honnêtement menée, est bon pour le pays, est bon pour le monde. Mais je n'ai pas d'illusion. Je pense que n'importe quelle conclusion qu'arrive cette commission, personne ne va la croire non plus. Je vais vous expliquer qu'il y a quelque chose de très psychologique dans tout ça. Ça veut dire que le président Kennedy était un homme très attirant. Il a vraiment eu une cote fantastique dans le monde entier. Et beaucoup de gens aimaient le président Kennedy. Ils ne peuvent pas accepter dans leur âme que le président Kennedy a été tué par un fou. Pour eux, ça c'est trop simple, ça leur prive de quelque chose. Et pour eux, c'est nécessaire de trouver un complot. Mais je ne pense pas qu'il y a un complot. D'après moi, il y avait une espèce de complot et c'est mon avis, mais il y avait une espèce de complot et lié un peu de les gens criminels, la mafia un peu. Oui, c'est mon avis. La mafia. Alors, complot, crime d'un homme seul, 14 ans après l'assassinat de Dallas, la question reste toujours posée. En politique, à retenir 2 déclarations aujourd'hui, celle de Jacques Chirac. Je reste président du Conseil régional de la Corrèze et je serai candidat aux élections législatives de 1978 dans la circonscription d'Ussel, a expliqué cet après-midi le maire de Paris. Et puis la réponse de Georges Marchais à la lettre de François Mitterrand à propos de l'actualisation du programme commun. Le leader socialiste parlait de prise de participation majoritaire dans certains secteurs. Georges Marchais lui répond d'une façon particulièrement claire. On nationalise ou on ne nationalise pas. Nous estimons qu'il faut procéder aux nationalisations prévues dans le programme commun de la gauche et que l'évolution de la situation dans l'automobile, le pétrole, notamment, et la sidérurgie, justifie non pas une prise de participation majoritaire, mais une nationalisation. Pourquoi nous souhaitons ça? Tout d'abord parce qu'il est inadmissible que le gouvernement, que l'État verse des fonds publics aux entreprises privées. Ça a trop duré, cette politique-là. Par conséquent, il faut procéder à la nationalisation. Et j'ajoute que la nationalisation, c'est la condition de la mise en œuvre du programme commun, c'est-à-dire d'une grande politique de progrès social. François Mitterrand se prononce également pour l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Ce n'est pas votre position. Ce n'est pas notre position et ce n'est pas conforme au programme commun de la gauche. Pour ce qui concerne le Parti communiste français, il est bien connu que nous sommes résolument opposés à tout abandon de souveraineté, tout abandon
d'indépendance nationale. Nous considérons que c'est au peuple français lui-même qu'il appartient de déterminer la politique, le régime social qui lui convient le mieux. Ça, c'est notre position. Vous pensez que le Parti socialiste effectue un retrait par rapport au programme commun? Oui, parce que le programme commun dit ceci. L'Assemblée nationale désignera ses représentants au Parlement européen. Par conséquent, le programme commun ne prévoit pas l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Ce qu'il faut savoir encore sur cette journée en quelques télégrammes, 2 villages ont été évacués dans l'île de la Réunion à la suite de l'ouverture d'une faille sur les pentes du volcan de la Fournaise. On ne signale aucune victime. Comme hier, les quais sont restés déserts et les grues immobiles dans tous les ports français, à l'exception du Havre. La grève lancée par les dockers CGT s'est poursuivie toute la journée. Enfin, qu'après un attentat contre le siège de l'UNEF ex-Renouveau sur le campus universitaire de Grenoble, il y a eu un mort, l'un des membres du commando, et 3 arrestations. Le sport maintenant, et l'automobile en particulier, avec Gérard Mérigot, ce n'est pas encore une information, mais ça pourrait être très important. Il est question d'interdire le sport automobile en France. Interdire, c'est peut-être aller un peu vite. Disons que depuis 1973, novembre 1973 très précisément, date à laquelle Pierre Messmer, alors Premier ministre, avait décidé, au lendemain de la crise du pétrole, d'interdire le sport automobile. Cela avait duré pendant 3 mois, après il avait fallu négocier. Il faut maintenant que le calendrier soit établi entre 3 ministères, c'est-à-dire l'industrie, la jeunesse et les sports et l'intérieur. Or, il semble bien, et nous sommes aujourd'hui le 9 avril, que l'industrie, le ministère de l'Industrie soit contre et soit pour faire une opération qui puisse frapper l'esprit du public pour dire, vous voyez, il faut consommer moins, donc le sport automobile va être limité ou voire même interdit. Le ministère de la Jeunesse et des Sports se prononce pour une poursuite et le maintien intégral du calendrier. Quant au ministère de l'Intérieur, il a bien sûr pour but l'ordre public au cours de manifestations qui réunissent souvent beaucoup de monde, plusieurs dizaines de milliers. Enfin bref, nous sommes le 9 avril et à partir du 15 avril, le calendrier n'est toujours pas déterminé. Et mardi, la décision devrait être prise par M. Soisson, ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors question toute simple, est-ce que la suppression du sport automobile en France aboutirait vraiment à une réduction de nos importations de pétrole? Non, on ne peut pas dire. Disons que ça pourrait effectivement frapper l'esprit du public. Le sport automobile est effectivement un sport qui consomme de l'énergie. Cela dit, il faut savoir plusieurs choses. D'abord que l'essence auto représente 15% de la consommation totale de l'énergie en France, c'est-à-dire pas l'essentiel, le fuel industriel en représente beaucoup plus, et l'automobile dans tout ça, ça part, le sport automobile en tout cas représente 0,056 ou 7%, donc pas de quoi mettre en péril la balance commerciale de la France. En plus, je pense que ce serait une décision un peu surprenante cette année, au moment où Renault lance une Formule 1, une voiture toute nouvelle. Effectivement, Renault s'engage à fond dans la compétition cette année. Je parle de Renault, il y a encore 3 groupes nationaux, nationalisés, qui sont intéressés à la compétition automobile, en particulier Renault qui lance une Formule 1 qui devrait apparaître normalement, si tout va bien, au Grand Prix de France, c'est-à-dire au mois de juillet, et puis qui a un programme très important, ce qui concerne les 24 heures du Mans. On attend aussi la réaction, bien entendu, de Renault, qui a certainement son mot à dire dans la manière dont les choses pourraient évoluer. Alors en fait, comment ça va se passer dans les prochains jours entre le ministère de l'Industrie et celui des Sports, d'après vous? Écoutez, je vous dis que la décision serait prise mardi en ce qui concerne la jeunesse et les sports. En ce qui concerne l'industrie, elle est prise. On est pour une limitation féroce du calendrier automobile. À la jeunesse et les sports, on est pour le maintien du calendrier et la poursuite du sport automobile. Si les 2 ministères s'opposent, il faudra avoir recours à un arbitrage, bien sûr, ou éventuellement celui de M. Raymond Barre, le Premier ministre. Merci Gérard Mérigot. En cyclisme, un Hollandais gagne en Hollande. Quoi de plus normal, me direz-vous? Pas tout à fait quand même, car il y avait Freddy Maertens, l'invincible. Eh bien, le champion belge a été battu cet après-midi dans l'Amstel Gold Race par le champion de Hollande. Le vainqueur, c'est Jan Raas. Jan Raas, vous le voyez ici, en bleu, en blanc et en rouge. Ce n'est donc pas le champion de France, mais bien le champion de Hollande. Il est en compagnie du 145, à savoir Monsieur Kuiper, ex-champion du monde, et devant un équipier de Kuiper, Knetemann. Et nous sommes à peu près à 40 km de l'arrivée. Ces 3 hommes sont partis depuis maintenant 12 km. Ils ont rejoint un groupe qui comprenait 6 hommes, et parmi lesquels on trouvait 3 Français, Rouxel, Guteriez et Michel Laurent. Mais maintenant, les Hollandais s'expliquent donc entre eux. Et bien sûr, Kuiper et Knetemann vont essayer de fausser compagnie à Jan Raas, qui est très rapide au sprint. Et chacun à leur tour, regardez, ils démarrent. Et à chaque fois, Raas revient dans la roue de celui qui a tenté de s'échapper. Il est vraiment très très fort, Jan Raas, car, croyez-moi, lorsqu'il faut répondre constamment à des attaques comme celle-ci, eh bien, il faut puiser dans son énergie. Et voici maintenant à peine 500 mètres de l'arrivée. Les hommes s'épient, il n'est plus question
de démarrer de loin. Et pourtant, Kuiper va essayer de préparer le terrain pour son coéquipier Knotman. Regardez, il s'en va, Race dans la roue. Et Knotman s'est laissé légèrement surprendre de 10 mètres. Cela lui sera fatal. Race maintenant, bien lancé par Kuiper, s'en va. Et il va déboîter à 100 mètres de la ligne. Regardez, il va remporter sa deuxième grande victoire de la saison. La première étant Milan-San Remo. Avant de se quitter avec une chanson de Reggiani, les dernières nouvelles, en particulier du sport, je crois, avec Hervé Claude. Oui, Gérard, je voudrais vous donner 3 nouvelles sportives qui viennent de nous arriver. D'abord, un très beau résultat pour les Français au championnat du monde junior en escrime. C'est la Française Christine Fekete qui est devenue championne du monde junior au fleuret, donc. Et une autre Française, Brigitte Latrille, a pris la 3e place, la médaille de bronze, donc. En rugby, un résultat en challenge du manoir, Perpignan a battu Narbonne par 10-3. Et puis enfin, en tennis, au tournoi de Monte-Carlo, c'est l'Italien Barazzuti qui disputera la finale contre le Suédois Borg. Barazzuti a battu Kodesh en 3-7. Très bien. Pour terminer donc, une chanson, une exclusivité Antenne 2. Et oui, il y en a, le retour de celui dont on a dit pendant des années qu'il était le mal-aimé du cinéma et qui est finalement devenu le bien-aimé du succès dans la chanson. Je vais parler de Serge Reggiani. Un nouveau titre, Venise n'est pas en Italie. T'as pas de quoi prendre un avion, ni même un train. Tu pourrais pas lui offrir un aller-melin, mais tu l'emmènes, puisque tu l'aimes, sur des océans dont les marins n'ont jamais vu la fin. Tu as le ciel que tes carreaux t'ont dessiné, et le soleil sur une toile de ciné. Mais tu t'en fiches, mais tu es riche, tu l'es puisque vous vous aimez. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Et il est essentiel pour vous de raconter un peu de votre vie dans les chansons? Oui, toutes les chansons, ou à peu près toutes les chansons que j'ai chantées jusqu'à présent me concernent. J'ai à peu près toutes. Vous chantez aussi Prévert, Boris Vian? Bien sûr, je dis enregistrer Jacques Prévert comme je viens de le faire pour 3 albums. D'une certaine façon, bon, ça s'est vendu énormément. Par conséquent, c'est un moyen de diffusion fantastique aussi. J'ai l'intention de faire un Rimbaud, d'autres choses différentes, telles que par exemple Un ami d'or de Cocteau mais chanté, telles que aussi des choses plus particulières, telles que les discours de Robespierre, Saint-Just, etc. Enfin, des choses comme ça pour que ça se diffuse plus facilement que par le livre. Oui, c'est un moyen, incontestablement. Avant la guerre, nous voyions dans Paris, dans toutes les rues, des gens chanter des choses avec des chansons, avec des formats à la main, et les gens achetaient le format et entraient chez eux et apprenaient la chanson par cœur, et cette chanson durait très longtemps. C'est-à-dire que une chanson restait dans l'esprit des gens pendant des années, tandis que maintenant une chanson est consommée très très vite. Sauf certaines chansons, rarissimes, mais en gros c'est consommé très très vite. Enfin, c'est la consommation de la chanson, et ce qui donne son importance bien sûr, mais enfin, à mon sens, c'est profondément moins important qu'avant. Oui, mais on n'exprime pas les mêmes choses dans les chansons d'aujourd'hui. Les thèmes sont beaucoup plus engagés. Il y a des thèmes, comme vous dites, plus engagés entre guillemets, étant entendu que pour moi tout est toujours engagé. Et même lorsque vous chantez une petite chanson d'amour, vous avez l'impression que c'est l'engagement. Oui, si c'est une chose de qualité, c'est un engagement. Si c'est une chose mauvaise, c'est également un engagement. S'engager à abrutir les gens, c'est un engagement. Donc la qualité et l'engagement. Oui, bien sûr, essentiellement. Lorsqu'on arrive à la cinquantaine, est-ce qu'on est encore capable d'enthousiasme? Est-ce qu'on a encore envie, plus que quand on est jeune? Plus que jamais, en ce qui me concerne en tout cas, plus que jamais. Je me dis, je n'aurai jamais le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Par exemple? Par exemple, du cinéma, par exemple. Pas seulement comme acteur, je veux dire comme auteur, comme réalisateur, tout ça. Aurais-je le temps de le faire? Je sais pas. Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois, Venise aujourd'hui c'est chez toi.
c'est où tu vas, c'est où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Hervé Claude est déjà en train de préparer la dernière édition du journal qu'il vous présentera vers 23h25. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite une très belle soirée.